Bonsoir à tous. Dans le cadre des certificats exécutifs IA de l'IAE Paris-Sorbonne et de Néocognition, ainsi qu'en partenariat avec le club IA de l'Alumni, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Judicaël Poumé, ingénieur de recherche IA au sein de Néocognition, qui va nous présenter son intervention intitulée Savoir faire des prompts IA professionnels efficaces. Donc on aura un temps de présentation d'une quarantaine de minutes, puis un temps d'échange d'une vingtaine de minutes. Donc bonne présentation à vous tous. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de prompt engineering. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler des IA, vous avez peut-être déjà parlé avec des ChatGPT, Gemini, Claude et autres formes de LLM. Et donc le prompt engineering, c'est quoi? C'est l'art de bien exprimer ses idées pour arriver à un résultat fiable et précis. Parce qu'effectivement, il y a toute une manière de demander une tâche, mais toute la complexité, c'est de s'assurer que la tâche est bien réalisée, fiable, et de telle manière à ce qu'on peut répéter le même prompt plusieurs fois et avoir des réponses qui sont toujours de bonne qualité. Alors, pour bien prompter, il faut bien s'exprimer, mais il faut aussi bien savoir de quoi on parle et de quel est notre problème et quel est le domaine d'expertise pertinent à ce problème. Parce qu'effectivement, si on ne sait pas de quoi on parle, on va donner un prompt trop vague et on va avoir des résultats qui ne vont être pas aussi intéressants. Et donc, l'IA, on le dit souvent, c'est pas fait pour remplacer les gens, c'est là pour assister les gens. Parce que si on ne sait pas, si on ne s'y connaît pas dans le domaine d'expertise de la tâche à réaliser, l'IA ne va pas pouvoir plus nous aider que ce que nous, on pourra s'exprimer sur le problème à résoudre. Donc c'est important aussi de savoir de quoi on parle. Alors le prompt engineering, ça a pas mal évolué depuis 2022. Donc ça existait déjà avant dans la recherche académique, mais 2022, c'est vraiment le jour où ChatGPT est sorti publiquement. Et à partir de là, les gens commençaient un petit peu à jouer avec les prompts, avec les IA, essayer de voir comment il fallait interagir avec. Et donc chacun avait un peu ses méthodes. Et donc il a fallu un peu de temps avant que des méthodes structurées se développent, avec des concepts comme les personas, et puis d'autres frameworks que je vais vous parler ensuite. Et puis ensuite, on a eu les RAG. Vous avez peut-être déjà entendu parler des RAG. Et ça, c'est aussi un peu du prompt engineering, mais que ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on va venir fournir des documents à l'IA qui sont pertinents à la question posée au moment de la question qu'on pose la question à l'IA, ce qui permet d'avoir plus de contexte. Et on va voir que ce concept de contexte est assez important parce que ça rajoute de la clarté et de la précision à ce qu'on demande à l'IA. Et puis plus récemment, on a ce concept d'agentique qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les IA, elles peuvent aussi utiliser deux outils. Des outils comme faire de la recherche sur le web pour aller chercher de l'information, faire des appels API, etc. Et ça permet d'avoir des IA qui sont capables de réaliser des actions, d'aller chercher de l'information elles-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi intégrer au prompt, mais si ça devient un peu plus complexe, donc on va aller moins en détail à ce niveau-là. Et donc, un prompt, c'est pas juste la tâche à réaliser, ça va être aussi tout un tas de contextes autour de ça. Alors, le prompt engineering, aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé en un domaine de recherche. Il y a une étude récente de plus de 1500 articles scientifiques sur le sujet qui a fait une méta-analyse et on a des dizaines de techniques de prompt, tout un tas de terminologies qui ont été définies. Cette étude, je vous la donnerai à la fin des slides. J'ai toute une bibliographie pour ceux qui seront intéressés à lire un peu plus sur le sujet. Mais donc vraiment, on est face à quelque chose qui devient très mature dans le monde de la recherche. Ce n'est plus juste des techniques ad hoc. Et donc un framework qui revient souvent, qu'il faut connaître, c'est le framework TCCF, où on va venir en gros, bien définir un prompt à travers une tâche à réaliser, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc il faut bien verbaliser avec des verbes d'action clairs la tâche à réaliser. Est-ce qu'on veut rédiger quelque chose? Est-ce qu'on veut analyser? Est-ce qu'on veut traduire? Tout dépend de ce qu'on veut faire. Et puis il faut donner du contexte. Le contexte de l'entreprise, peut-être que vous avez des acronymes dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, donc il faut que l'IA soit au courant de ces acronymes, ou toute autre sorte de contexte qui est vraiment
quelque chose que seul vous savez, et si vous le dites pas à l'IA, l'IA ne peut pas le deviner. Donc il faut lui donner tout un tas de contexte. Ça peut aussi être un document, par exemple. On peut lui donner des documents qui vont permettre à l'IA de mieux comprendre le contexte dans lequel elle se trouve. Ensuite, on peut lui donner des limites, lui dire écrit beaucoup, écrit peu, écrit en bullet point, écrit en tableau. Ça rentre aussi en compte dans le dernier élément du TCCF, c'est le format. C'est-à-dire comment est-ce qu'on veut sortir cette réponse. Est-ce qu'on veut effectivement juste du texte? Est-ce qu'on veut un tableau? Est-ce qu'on veut une certaine structure de données? Et donc, si on arrive à définir ces 4 points, on peut bien contrôler la sortie de l'IA, ce qui permet d'avoir un prompt qui se comporte de manière similaire à travers différentes applications. Donc ici, j'ai un exemple simplifié où je dis, voilà, résume ce rapport, l'audience est un comité exécutif, au maximum 5 points, et fais-moi un tableau. Et alors l'IA, elle va me faire ça. Alors ici, évidemment, c'est un prompt un peu simplifié parce que j'ai pas la taille sur le slide pour venir faire un prompt beaucoup plus complexe, mais il faut se dire que moi, dans mon domaine, où j'ai déjà travaillé avec Néocognition sur des chatbots, et nos prompts faisaient parfois plusieurs pages à 4. Donc les prompts, ça peut devenir très large, très complexe très vite. Mais l'idée générale reste toujours la même. On définit la tâche, on définit le contexte, on donne des données, et puis les contraintes, et on lui dit ce qu'on veut vraiment en sortie. Mais on va voir aussi comment ça peut exploser en termes de taille. Et donc, il faut vraiment voir l'IA comme un interne. C'est un nouveau dans l'entreprise qui est brillant, il est très doué, mais par contre, il connaît rien à votre contexte. Et donc, si vous n'explicitez pas les choses, il va deviner de lui-même. Et en devinant, parfois, il aura raison, et parfois, il va faire des erreurs. Parfois, même, il va inventer des choses totalement. Et donc, il faut toujours, avec l'IA, être le plus explicite possible. Plus on est explicite et plus on aura des résultats efficaces. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter d'être trop vague. Plus on est vague, et plus l'IA va remplir les trous de ce qui manque. Si je lui dis juste résume-moi ce document, ben, il va me résumer le document un peu à la manière dont il le pense, lui, si je ne précise pas ce que je veux. Il faut pas lui donner trop d'objectifs d'un seul coup dans un prompt. C'est parfois mieux de séparer en plusieurs petites tâches et faire plusieurs prompts d'affilée, plutôt qu'essayer de faire tout d'un seul coup, parce que l'IA, c'est un peu comme un être humain, il y a une sorte de mémoire de travail, et si on lui demande de faire trop d'un coup, elle va pas s'y retrouver, et généralement les résultats sont moins efficaces. C'est toujours mieux d'essayer de avoir des petites tâches et de décomposer les tâches en plus petites tâches. Et donc, avant qu'on arrive dans les techniques, c'est aussi important de rappeler qu'il ne faut pas utiliser l'IA pour tout. Et que même quand on utilise l'IA, il faut pas oublier de réfléchir parce que l'IA, on peut lui demander des conseils légaux, on peut lui demander des conseils médicaux, mais forcément, il faut quelqu'un derrière pour vérifier parce que si vous suivez juste ce que l'IA dit sans réfléchir, vous pouvez avoir des grosses conséquences graves. Et j'ai déjà vu ça personnellement. Donc parfois, moi, je vais demander des conseils comptables à l'IA, mais derrière, je vais aller demander à mon comptable si ce que l'IA m'a dit était correct ou pas, pour être sûr de ne pas faire des bêtises avec mes comptes. Alors, dans les approches, il y a l'approche de base qu'on appelle le zéro shot. Zéro shot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne donne pas d'exemple. On fait, c'est à peu près ce que la plupart des gens font naturellement. On fait une demande directe. Résume-moi ce mail en 3 points. On peut appliquer le TCCF. Mais on lui montre pas d'exemple de comment elle doit ou il doit résoudre la tâche. Alors ça fonctionne bien, mais le résultat sera pas forcément aussi bien cadré que si vous lui donnez des exemples de comment vous voulez que l'IA réponde. Alors si, à la place de ça, vous lui donnez des exemples, vous lui dites, voici un mail, voici comment j'aimerais bien, voici un résumé de ce mail, et voici un nouveau mail, fais-moi un résumé similaire. Et donc l'idée, c'est que en définissant la tâche à travers un exemple, on a une manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus claire de définir la tâche que en la décrivant à travers des mots. Parfois, c'est plus simple de montrer un exemple que de décrire la chose que l'on veut avec des mots. Et souvent, l'IA a tendance à être plus efficace si on lui donne des exemples de ce qu'on veut qu'elle nous donne, plutôt qu'essayer de décrire ce qu'on veut.
Ça peut se faire parfois simplement en demandant à l'IA de résoudre une tâche une fois. On se dit que, ah tiens, on aime bien ce que l'IA a sorti pour ce problème-là, et on reprend cette entrée-sortie qu'elle nous a fournie, et on copie-colle ça dans un nouveau prompt qui va nous servir de template, et on lui dit à l'IA, voici un nouveau problème, un nouveau mail à rédiger, enfin à résumer. Résume-moi de la même manière que cet ancien mail que tu as déjà résumé. Et alors, l'IA va essayer de faire quelque chose de similaire. Et plus on lui donne d'exemples, et plus elle va adhérer aux exemples qu'on lui montre. Et donc, effectivement, les exemples sont souvent plus puissants que les instructions, parce qu'effectivement, parfois, c'est plus facile de décrire les choses à travers des exemples qu'à travers des mots. Et donc, ça permet d'avoir un niveau de détail plus efficace et d'avoir quelque chose de plus répétable dans le temps. Alors les IA aujourd'hui, elles sont aussi capables de réfléchir. Vous avez peut-être déjà vu avec ChatGPT, parfois il va parler, il va penser, il va se parler à lui-même. Et ça permet à l'IA de planifier et de réfléchir avant de donner une réponse, mais ça reste parfois utile de explicitement lui demander de faire un plan, de réfléchir à un plan. Vous pouvez même lui définir un plan précis. Ça permet généralement d'avoir de meilleurs résultats. Et alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord demander à l'IA de faire un plan. Ensuite, je vois le plan, j'analyse s'il fait sens et s'il n'y a pas de problème avec. Et ensuite, je demande à l'IA de résoudre la tâche. Alors ça, c'est très pratique quand on a des tâches beaucoup plus complexes que simplement rédiger un mail. Et ça permet d'avoir généralement des résultats plus précis, plus efficace que si on demande directement à l'IA de résoudre un problème sans réfléchir au plan. Et alors, effectivement, je vous parlais aussi des agents. Aujourd'hui, les IA, elles ne font pas juste que écrire, elles sont capables aussi d'utiliser des outils. Vous avez peut-être déjà vu avec ChatGPT, si vous lui demandez de faire quelque chose, il va parfois aller faire une recherche Google, ou il va parfois vous afficher un outil pour écrire des mails directement dans l'interface de ChatGPT. Et ça, c'est parce que ChatGPT a des outils et il comprend qu'il doit les utiliser. Mais parfois, c'est toujours utile de lui rappeler explicitement s'il te plaît, utilise la recherche Google pour me donner une réponse à cette question, parce que si vous lui demandez pas explicitement d'utiliser l'outil, parfois il va pas le faire, et puis s'il le fait pas, il risque d'inventer des choses de toutes pièces. Donc c'est toujours mieux de explicitement demander à l'IA, fais une recherche Google pour me donner cette réponse, plutôt que l'inverse. Et alors aujourd'hui, les IA, elles ont tout un tas d'outils. Alors on va pas aller dans les détails, mais c'est juste un peu pour vous en parler, avec quelques exemples. Donc elle sait faire de la recherche Google, l'IA, elle sait faire de l'analyse de bases de données, pour peu qu'elle ait accès à ces bases de données, elle est capable d'envoyer des mails, écrire du code, exécuter du code, faire des appels API. Et donc, les outils comme ChatGPT, on peut venir les connecter à nos boîtes mail, à nos calendriers, et alors ChatGPT est capable de devenir un assistant qui va venir faire tout un tas de choses et avoir tout un tas de contrôles. Évidemment, il faut avoir confiance derrière, que l'IA ait un accès à notre vie, à nos calendriers, à nos boîtes mail. Personnellement, je ne le fais pas, mais il y en a qui le font. Et c'est parfois très utile, très efficace. Moi, je préfère l'agentique pour coder, pour programmer. L'IA, elle écrit mes codes, elle exécute mes codes, elle exécute des tests, elle manipule mes bases de données. Donc, je ne lui donne pas accès à mes mails, mais je lui donne accès à mes bases de données. Ça, c'est les choix de chacun. Alors, comme je disais, parfois ça vaut la peine de décomposer les prompts en plusieurs problèmes. Et donc, au lieu de lui demander de faire tout d'un coup, c'est parfois plus intéressant de dire, voilà, prompt 1, analyse les données dans le fichier que je t'ai donné, enfin, extrait les données dans le fichier que je t'ai donné. Ensuite, une fois qu'elle a extrait les données, on peut vérifier que les données ont été extraites correctement, puis lui demander d'analyser les données, puis ensuite demander une rédaction. Ça permet aussi de regarder les résultats intermédiaires avant d'avoir un résultat final. Comme ça, on a une vision plus claire de l'analyse qui a été faite.
et on peut corriger l'IA entre deux prompts, alors que si on lui demandait en un seul prompt d'extraire, d'analyser et de rédiger, l'IA aurait potentiellement fait des bêtises, on ne se serait pas rendu compte parce que elle aurait écrit beaucoup de choses. Alors, un prompt, ce n'est qu'un levier. Hein, donc, il y a aussi la possibilité d'utiliser des meilleurs modèles. Et parfois, un meilleur modèle, c'est plus efficace que d'essayer d'utiliser un meilleur prompt. Cependant, un meilleur modèle va parfois coûter plus cher. Si vous payez par token, ça dépend de ce que vous utilisez comme type de modèle. Et donc, parfois, il y a un dilemme de est-ce que je vais essayer de faire un meilleur prompt ou est-ce que vraiment l'IA n'est pas capable de faire la tâche que je veux et il faut que je paye pour un modèle plus cher. Et donc, ça, c'est parfois une analyse à faire. Et parfois, il faut simplement lui donner plus de données, plus de contexte, que ce soit des documents ou d'autres choses. Parfois, ça, c'est plus efficace que d'essayer d'aller chercher un meilleur modèle. Et donc, il y a, le prompt plus le modèle plus les données, c'est un ensemble qui va diriger les performances, le résultat qu'on va avoir en utilisant la machine. Alors, il faut comprendre quelques limites avec l'IA, parce que ça reste des machines qui sont imparfaites, et donc il y a tout un tas de petites choses étranges qui sont parfois un peu surprenantes. Donc, il y avait par exemple ce problème où des gens demandaient à l'IA combien de R il y a dans Strawberry. Et donc, bizarrement, l'IA, elle disait tout le temps qu'il n'y en avait que 2. Alors, clairement, il y a 3 R dans Strawberry. Et alors, la raison pour ça, c'est parce que les IA ne voient pas les lettres. Les IA ne voient pas les lettres, elles ne voient pas vraiment les mots qu'elle écrit non plus. Elles voient des tokens, et elles génèrent que des tokens. Et alors, le problème de ça, c'est que parfois, ça a certaines conséquences. Dans certains problèmes, c'est assez rare d'avoir un problème avec ça, mais il faut être conscient que ça existe. Et que l'IA ne pense pas par mot, elle ne pense pas par syllabe, elle ne pense pas par lettre, elle pense par token, et les tokens, c'est des choses un peu étranges. Et donc c'est assez amusant que si on demande combien de R il y a dans Strawberry, l'IA ne sait pas forcément répondre, sauf si on lui force d'épeler le mot, et alors là, chaque lettre devient un token, et elle est capable de les compter correctement. Mais si on lui demande juste de compter de base, elle ne sait pas forcément le faire. Un autre problème aussi, c'est que l'IA, ce sont des modèles probabilistes. C'est-à-dire que la réponse qu'elle va donner, ça va être une suite de mots cohérente, probable, par rapport à l'entraînement qu'elle a reçu, mais elle va pas forcément essayer de générer de la vérité. L'IA n'a pas été entraînée pour générer quelque chose de vrai, elle était entraînée pour générer quelque chose de cohérent, et par chance, ça a tendance aussi à générer quelque chose de vrai. Et donc c'est pour ça que ça marche et qu'on les utilise. Mais il faut pas oublier que ces IA peuvent tout à fait raconter des grosses bêtises avec une grande confiance en elles parce qu'elles ne savent pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Elles ont été entraînées pour créer, générer du texte cohérent, pas du texte vrai. Et donc, il faut faire attention, toujours relire ce que l'IA nous dit, ne jamais faire confiance sans vérifier. C'est pour ça que je disais au début que le domaine d'expertise et la compréhension du problème à résoudre est importante quand on veut utiliser l'IA pour résoudre les problèmes. Parce qu'on doit être capable de vérifier que ce que l'IA nous dit est correct. Et puis un dernier problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est autorégressive, c'est-à-dire qu'elle génère un token à la fois, un mot à la fois. Et contrairement à un être humain, elle ne sait pas venir se corriger, effacer ce qu'elle a dit et venir modifier des mots dans la phrase qu'elle a déjà écrite. Une fois qu'elle a écrit un truc, c'est trop tard, elle a écrit. Et du coup, parfois, on va voir des IA qui va argumenter avec elle-même dans sa pensée, où l'IA va dire quelque chose, et puis ensuite, juste après, elle dit « Ah non, c'est pas vrai », puis juste après, elle va dire « Ah non, si, ça c'est vrai ». Et parfois, l'IA, on la voit qu'elle pense avec elle-même parce qu'elle n'est pas capable d'effacer ce qu'elle a écrit et de revenir sur ses erreurs. Et donc, ça a parfois quelques conséquences où si on fait un prompt où on demande à l'IA de faire une analyse et ensuite de justifier son analyse, si elle justifie l'analyse après, ça va être une rationalisation de ce qu'elle a déjà décidé, alors que si on lui demande de justifier une analyse avant, elle va préparer la réflexion avant d'arriver à une solution finale. Et donc, en fonction de si la justification se fait avant ou après, l'IA, si elle génère la justification après, elle ne l'a pas encore vue avant d'avoir écrit la réponse.
Et donc, ça a parfois des conséquences sur la manière dont on veut définir ces prompts. Alors, parlons un peu plus des hallucinations, parce que c'est tout de même important de se dire que effectivement les IA parfois elles font des erreurs et elles inventent des choses, elles inventent des faits qui ne sont pas vrais. Si vous demandez par exemple à une IA quelle est la politique de remboursement d'une certaine banque, et l'IA si elle n'est pas au courant, soit elle va vous dire qu'elle ne sait pas. Heureusement les modèles modernes de plus en plus sont capables de se rendre compte quand ils ne savent pas, de plus en plus, mais ils font encore des erreurs, parce que parfois ils vont simplement inventer des choses totalement fausses, qui vont avoir l'air complètement crédibles. Et alors pour ça, pour corriger ça, ou en tout cas atténuer le problème, on a inventé les RAG. Et le concept du RAG, c'est quoi? C'est venir donner les documents pertinents à l'IA au moment qu'elle en a besoin pour venir répondre à la question. Donc vous pouvez faire ça manuellement, hein, c'est-à-dire que vous pouvez donner des documents à l'IA pour venir donner du contexte à un problème, hein. Mais le concept du RAG, c'est de faire ça automatiquement, où l'IA va aller chercher dans une base de données, chercher les documents pertinents, et au lieu d'inventer les choses, elle va aller lire dans une base de données existante de choses. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est le problème des biais. C'est-à-dire que l'IA n'est pas objective, elle est le reflet des données qu'elle a lues pendant son entraînement. Et donc, si une IA ne voit que des données d'extrême droite ou des données d'extrême gauche, bah, l'IA va respectivement être d'extrême droite ou d'extrême gauche dans ses propos. L'IA n'a pas d'idéologie, l'IA n'a pas de compréhension, de point de vue. L'IA n'est que le reflet des données qu'elle a lues. Et donc, les IA aujourd'hui sont le reflet de notre société, avec tout ce qui est de bon et de mauvais avec notre société, stéréotypes, tout ce qui est préjudice, etc., préférences culturelles. Et donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de voir certains modèles en Chine qui vont avoir parfois des comportements et des réflexions sur certains sujets qui vont totalement différents de modèles créés en Amérique ou en Europe. Parce que ces modèles sont la réflexion de leur culture. Alors pour réduire un peu ces biais, ça peut se faire tout de même avec un meilleur prompting. Essayer de demander à l'IA de faire face à, enfin de présenter plusieurs points de vue, d'essayer d'argumenter, d'essayer de... Plus on force l'IA à essayer de réfléchir, et plus elle va potentiellement être capable de donner une réponse un peu plus, comment dire, un peu moins biaisée. C'est-à-dire que si on lui demande directement quel est le meilleur candidat, il y a plus de chances qu'elle soit biaisée que si on lui dit explicitement, voilà, compare les candidats, analyse selon certains critères, justifie les évaluations, fais-moi un tableau, explique-moi correctement les choses. Donc, si on arrive à forcer l'IA à expliciter les choses, on peut, jusqu'à un certain point, réduire le problème de biais et d'hallucination. Alors, effectivement, l'IA, comment dire, les prompts, ça fonctionne bien, mais il faut s'assurer que ça fonctionne toujours. Et pour s'assurer que ça fonctionne toujours, il faut quand même tout de même un peu évaluer. C'est-à-dire que si vous faites juste un prompt une fois pour aller rédiger un mail, résumer un document, vous n'avez pas forcément besoin de faire de l'évaluation. Par contre, si vous commencez à utiliser des prompts à l'échelle d'une entreprise, où tout le monde va essayer d'utiliser le même prompt, on essaie de standardiser les prompts pour tout le monde, ben là, il faut commencer à faire des évaluations parce que l'impact d'un prompt qui va être utilisé par tout le monde, ça peut être important, et donc il faut vérifier est-ce que ce prompt-là c'est le meilleur prompt possible, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut faire autrement, est-ce qu'on peut faire moins coûteux, et donc il faut venir évaluer. Et pour évaluer, il y a tout un tas de manières différentes. C'est-à-dire on peut évaluer est-ce que c'est complet, la réponse, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est cohérent, mais aussi quel coût ça a. Parce que parfois, on peut venir utiliser un modèle plus intelligent, moins intelligent, ça va avoir un coût différent en termes de tokens. Et alors, on peut faire un choix, parfois faire plus de travail sur le prompt pour avoir un modèle qui peut y arriver en étant moins coûteux, ou parfois, il faut utiliser un modèle plus compliqué, plus complexe, et alors plus coûteux. Et alors, pour faire toute cette analyse, le plus efficace, généralement, c'est la revue humaine. C'est-à-dire que des gens regardent les résultats sur tout un tas d'exemples, ils viennent appliquer le prompt, et puis ils vérifient
Problème effectivement de ça, c'est qu'une fois qu'on a beaucoup de données à vérifier, ça peut coûter très vite très cher. Et donc même si c'est la méthode la plus fiable, c'est aussi la méthode la plus coûteuse et la plus compliquée à mettre en place. Et donc il y a d'autres solutions. Une solution, c'est utiliser une autre IA pour vérifier les résultats d'une première. Et donc parfois ça peut se faire très facilement et ça dépend de la tâche à réaliser. Si la tâche est simple, on peut imaginer une IA plus basique qui essaye de résoudre une tâche simple et une IA plus complexe qui vient évaluer l'IA plus simple. Et donc on peut tout à fait utiliser une IA pour essayer de vérifier une autre. Mais après il faut s'assurer que qu'on utilise les bonnes IA parce qu'il faut avoir confiance en la qualité du juge qui serait une IA. Donc ça, c'est compliqué à mettre en place. Le plus simple, en général, c'est avoir des tests de référence qu'on appelle des datasets golden, des datasets d'or, où on va définir ce qu'on veut comme sortie, on définit notre prompt, et puis on vérifie que la sortie correspond bel et bien à ce qu'on s'attendait pour chaque exemple, pour chaque tâche à réaliser. Mais bon, voilà, tout ça, c'est un travail de data scientist. Hein. Je vais peut-être un peu loin ici. Je ne sais pas exactement à quel point ce sera utile pour tout le monde, mais le but étant de vous dire que apprendre, ça s'évalue. Ça se travaille, c'est pas forcément, surtout si c'est quelque chose qui va s'appliquer à toute une équipe et à toute une entreprise. On veut pas juste tout le monde fait ses prompts dans son coin sans vérifier l'impact, parce que sinon, c'est de l'argent qui part. Hein, je veux dire, qu'on fait des appels aux IA, surtout au niveau des entreprises, on paye au token, et donc on veut optimiser le coût, éviter que les gens fassent des appels inutiles. Et donc il faut tester comme un ingénieur, comme un data scientist. Je vais un petit peu passer 2-3 choses et vous parler un peu plus de cas pratiques de comment est-ce que l'IA est utilisée en pratique, comment est-ce qu'on fait du prompt engineering en pratique. Alors ici, moi, c'est un exemple plus personnel, c'est-à-dire que moi, je suis développeur dans ma vie de tous les jours et j'utilise l'IA pour coder. Et donc, à travers les IA agentiques, je viens prompter l'IA et lui demander, voilà, j'ai ce problème, j'aimerais bien écrire ce code pour réaliser cette tâche. J'aimerais bien, par exemple, avoir une interface web. Génère-moi cette interface web et puis l'IA va me générer une interface et puis je vais avoir des interactions avec l'IA, elle va me poser des questions, je vais lui définir des choses pour arriver à un résultat final. Et on voit que aujourd'hui, ça permet d'avoir du développement qui va beaucoup plus vite qu'auparavant. Donc il y a des gens qui disent 2 fois, 3 fois, 10 fois plus vite. En moyenne, il semblerait, d'après les études, qu'on aille 55% plus vite grâce à l'IA dans le développement software, de manière générale. Pareil pour la rédaction, la synthèse, hein, ça c'est aussi quelque chose qui est très utilisé. C'est une grande application de l'IA, tout ce qui est écrire des mails, écrire des rapports, analyser des rapports, faire des résumés. Là aussi, l'IA nous permet de gagner beaucoup de temps et de simplifier parfois des tâches qui peuvent être très ennuyeuses, qu'on a plein de rapports à analyser ou à écrire. Donc moi, personnellement, j'utilise beaucoup l'IA aussi dans ce contexte-là pour écrire de la documentation, écrire des articles, ce genre de choses. Pareil pour les réunions. De plus en plus, on voit des IA qui sont présents dans des réunions et qui viennent écouter la réunion, faire un résumé de la réunion à la fin de la réunion. Et tout ça aussi, c'est à travers tout un tas de prompts où on vient expliquer à l'IA comment résumer, comment écouter, etc. Puis il y a tout un tas d'autres applications comme le support client. Moi, je travaille pour une banque pour le moment. Et chez nous, on a un chatbot où nos clients ils peuvent se connecter à l'application et parler à un chatbot. Et ça permet de réduire grandement les coûts d'appels téléphoniques. Et le client a généralement sa réponse beaucoup plus vite que d'attendre au téléphone pendant 1 heure avant que quelqu'un décroche et puis ne pas forcément avoir la réponse de l'autre côté du téléphone. Et ici, un autre exemple de ça, c'est Klarna, où ils ont réussi
comment dire, presque avoir un support client presque 100% IA, ce qui leur permet non seulement d'analyser beaucoup plus de conversations, mais aussi de réduire les coûts et d'aller plus vite dans la, comment dire, dans la résolution du problème du client. Et puis, il y a tout un tas d'autres exemples. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Mais je vous passerai les slides ensuite. Comme ça, vous pourrez aussi plus les lire plus en profondeur à la fin, enfin, après le séminaire. Alors, pour parler un peu plus de la suite, comment est-ce que ça va évoluer, tout ça, ce prompt engineering, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, c'est quelque chose qui évolue grandement. Par exemple, je vous parlais de l'autorégression, ça c'est quelque chose qui va bientôt ne plus être un problème parce qu'on invente des IA qui sont capables d'écrire euh, au lieu d'un mot à la fois, de tous les mots en même temps, et alors elle réfléchit à tous les mots en même temps au lieu d'essayer de générer un seul mot à la fois. Donc ça a aussi des conséquences sur certaines manières de faire des prompts. Et de manière générale, aujourd'hui, les IA, ça va être de plus en plus des IA qui vont parler avec d'autres IA. Je pense déjà que maintenant, la majorité des appels des IA, ce sont d'autres IA qui appellent d'autres IA pour résoudre des problèmes. Et alors, on peut s'imaginer que voilà, j'ai mon IA personnel, je lui demande, voilà, j'ai besoin d'une pièce pour réparer ma voiture. L'IA, elle va contacter l'IA de l'entreprise qui est capable d'aller chercher une pièce, qui elle va contacter l'IA du département qui gère l'inventaire. Et on peut imaginer tout un stade de systèmes d'IA qui sont interconnectés les uns avec les autres et qui communiquent entre eux. Et alors, effectivement, comme je disais au début, le prompt, ce n'est qu'une brique, ce n'est qu'une partie du problème, parce qu'il faut aussi gérer le modèle, gérer les données. Et donc, ici, le rôle de l'ingénieur IA, c'est vraiment d'orchestrer tous ces composants. Et donc, dans le futur, on va avoir de plus en plus des prompts invisibles. Donc, ici, moi, je parle de prompt engineering pour, comment dire, parce que pour le moment, c'est encore pertinent, mais je pense que dans le futur, très bientôt, on aura de moins en moins besoin de réfléchir à comment est-ce qu'on prompte les IA, et c'est plutôt les IA qui vont venir vers nous en nous disant, voilà, comment est-ce que tu peux clarifier le problème. L'IA va peut-être déterminer d'elle-même qu'elle n'a pas assez de contexte pour résoudre un problème, qu'elle va peut-être déterminer qu'elle a besoin de plus d'infos sur la tâche à réaliser, etc. Et je vois que j'étais peut-être un peu vite, mais pas trop, ça va. Si c'est tout bon, merci à vous pour cette présentation très enrichissante. Merci à vous tous d'avoir participé avec nous à cette soirée. Et puis à très bientôt et merci à tous.